Le séjour de Christine de Suède à Rome, qui suivit sa conversion au catholicisme et fut la dernière étape de son existence, 1655-1689, a bénéficié d'ouvrages spécifiques ou a été abordé dans de nombreuses biographies. Il se signale par une sorte de renversement des alliances. La reine, qui s'était convertie sous protection hispano-impériale, s'orienta dorénavant vers la France. C'est ce changement que nous voudrions réexaminer grâce au père François Duneau, professeur au Collège romain de la Compagnie de Jésus, réviseur des livres, théologien du Père général. Il appartenait à la nébuleuse jésuitique qui se forma autour de Mazarin depuis ses débuts romains. Il fut aussi son agent secret, lui faisant parvenir plus de 300 rapports entre 1652 et 1661. Ces rapports ont servi de fondement à 2 ouvrages où ont été cités plus ponctuellement. 2 spécialistes de Christine les ont modérément utilisés. Kurt Weibull les mentionne 1 fois et Françoise Carmina 5 fois. J'en profite pour dire que l'ouvrage de Françoise Carmina n'est pas un mauvais ouvrage, hein, c'est une biographie et elle a bien vu les sources intéressantes. Il reste donc à faire. Le père Duneau montre comment la reine se détacha de l'Espagne. Ce sera mon premier point. Comment elle se rapprocha de la France. Ce sera mon second point. Mais surtout, il nous éclaire sur le rôle joué par l'ami intime de la reine, le cardinal Decio Azzolini, qui fut recruté pour les services de renseignement français. Et ça, nous l'apprenons grâce au père Duneau. Alors, donc je commence par Christine se détachant de l'Espagne. Et j'ai choisi pour illustrer cette première partie un portrait dû à Abraham Wüster, qui date de la fin de la période que nous traitons, 1661, et qui se trouve en Suède, dans un château de Suède, Skokloster Slot. Alors, la conversion de Christine, dont le Saint-Siège fit un triomphe du catholicisme, avait été l'œuvre des Espagnols. Pour l'organiser, la reine avait sollicité l'ambassadeur d'Espagne à Stockholm, le comte Antonio Pimentel, dont elle avait pris le confesseur, le père Gomez. Le voyage vers Rome s'était entièrement déroulé sur des terres hispano-impériales. L'abjuration eut lieu à Bruxelles. La conversion à Innsbruck, confiée aux soins d'un savant allemand converti, le père Lucas Holstenius, custode de la Bibliothèque Vaticane, car on savait les goûts érudits de la souveraine. Celle-ci avait choisi le soutien de l'Espagne, sachant que sa conversion lui mettrait toutes les puissances protestantes à dos, et que la France était l'alliée de la Suède, donc puissance protestante. Le résultat fut que Mazarin lança contre elle une campagne de libelles diffamatoires lors de son étape à Bruxelles. Cependant, dès son arrivée à Rome, elle changea d'alliance. Sans doute avait-elle senti que l'évolution des rapports internationaux favorisait la France. Dès la dernière étape de son voyage, au sanctuaire de Lorette, le 7 décembre 1655, le père Duneau affirme « Je sais, de bonne part, qu'elle n'est pas tant espagnole qu'on l'a fait. » L'allégeance hispanique de la reine était donc une rumeur dépassée. Une fois qu'elle fut arrivée, le jésuite s'avança un peu plus. Non seulement sa réputation était fausse, mais une franche rupture s'annonçait. Il écrivait à Mazarin « Je dirai seulement à votre éminence que ni les Espagnols ne sont pas contents d'elle, ni elle des Espagnols, et qu'on en verra bientôt des effets. » Les effets se firent notamment ressentir avec le haut personnel diplomatique. Déjà, lors de son arrivée, alors que les dignitaires de la cour pontificale avaient été l'accueillir non loin de Rome, elle avait créé un petit incident avec le duc de Terranova. Duneau rapporte. L'ambassadeur d'Espagne s'est piqué de ce qu'elle lui refusa d'entrer dans son carrosse avec les 2 cardinaux légats qui allèrent au-devant d'elle. Elle donna un autre signe de ses nouvelles orientations quand elle communia après sa confirmation le jour de Noël. Elle envoya, je cite, « quérir un pénitencier français pour se confesser, ne s'étant pas servi du jacobin espagnol qui a toujours été son confesseur depuis qu'elle est catholique. » Elle prenait donc
ses distances avec le père Gomez que Pimentel lui avait recommandé. Le dit Pimentel l'avait accompagné jusqu'à Rome. Et je vous montre un deuxième portrait que Patrick Michel nous a montré hier. Je vous le remontre parce que ce portrait a été offert à Pimentel quand il a achevé sa mission diplomatique à Stockholm. Et c'est la raison pour laquelle il se trouve au musée du Prado à Madrid. Alors Pimentel a accompagné, donc il avait déjà reçu ce tableau, hein, il a accompagné Christine jusqu'à Rome, et Christine ne l'a pas ménagé. Elle avait interdit de se couvrir devant elle. Oui, c'est un point qui caractérise Christine, c'est qu'elle est très pointilleuse sur les questions de protocole. Hein. Il enfreignit cet ordre en raison de son rang d'ambassadeur. Dans une audience, le duc de Terranova demanda au pape de lui confirmer ce droit pour s'attirer cette réponse de la part donc du pape. Siamo pronti di dichiarare anche in scritto che non ne avremo né gusto né disgusto. Donc le pape ne prenait pas parti dans ces querelles de protocole. Christine avait donc obtenu d'Alexandre VII ce qu'elle souhaitait. Et Duno ajouta, sans cacher sa satisfaction, « Je sais ceci du pape, même qui a pris plaisir de le raconter, se moquant de la vanité des Espagnols. » Quelques mois plus tard, la reine obtint du pontife un autre succès du même genre. Elle s'était plainte à lui, je cite, de quelques discours de l'ambassadeur d'Espagne, le duc de Terranova, dont elle se tenait offensée. Alexandre VII intervint alors en sa faveur auprès du duc qui se prétendit innocent de toute offense. La reine avait aussi confié au pape ses démêlés avec Don Antonio de la Cueva. Ce dernier devait sa place de grand écuyer à la cour de Christine au conseil de Pimentel, comme son épouse, celle de grande maîtresse de la cour. Il s'était retiré avec elle chez l'ambassadeur et Duno en explique la raison. La reine, je cite, lui demandant souvent et à sa femme « Quand partirez-vous » Il fut décidé qu'il rentrerait en Flandre. Pimentel ayant tout fait pour les remettre en grâce, et sans succès. Christine apprit cependant que la Cueva avait médit d'elle chez le cardinal de Médicis, et Duno nous fait le récit de l'audience d'adieu du couple. Je cite. Lorsqu'il fut pour prendre congé d'elle la veille de son départ avec sa femme, la reine fit entrer dans sa chambre les principaux de sa maison, entre lesquels était le sieur Lilierson, suédois, qu'on croit être son frère naturel, et qu'elle renvoie en Suède, n'ayant pu le faire catholique, le comte Santinelli, les sieurs Tieni, Baldeschi et autres. Puis, s'étant assise sous le dais, en gravité et majesté, elle fit appeler Don Antonio de la Cueva et sa femme, et s'adressant au premier, lui dit « J'entends que vous avez eu la hardiesse de parler mal de moi, comme un infâme et un coquin. » On assure qu'elle usa ces deux mots. « Je vous le pardonne pour cette fois, mais s'il vous arrive d'y retourner, en quelque part du monde que vous soyez, je vous ferai mourir sous un bâton. » 7 mois plus tard, en une autre part du monde, elle faisait exécuter Monaldeschi sur des soupçons, pense-t-on, de connivence avec l'Espagne. On croit assister ici à une répétition de cette scène. Christine ne portait pas en vain parmi ses titres celui de reine des Vandales. Quelques jours avant ses adieux prémonitoires, le père Duno concluait « Il n'y a plus d'Espagnols auprès de la reine de Suède. » La voie de la France était ouverte. Je passe donc maintenant à ma deuxième partie. Christine se rapproche de la France. L'entrée de Christine dans le parti français se concrétisa par 2 voyages dans ce pays. Le premier bref, fin juillet, début octobre 1656. Le deuxième, plus long, été 1657, printemps 1658. Là, elle profita pour traiter du projet de conquête du royaume de Naples qui n'aboutit pas et pour faire exécuter Monaldeschi. À Rome, la reine changea ses fréquentations diplomatiques, mais sa période française ne fut pas toujours idyllique, surtout après le deuxième voyage et le meurtre de Monaldeschi. Un des arguments revenant sous la plume du père Duno est celui des difficultés profitables. Christine souffrait d'ennuis d'argent chroniques
mais aussi elle souffrait de sa réputation, et cela ne pouvait que la précipiter dans le camp français. Peu avant le premier voyage, Duno résume ainsi la situation. La reine désapprouve l'arrivée des parents du pape parce qu'ils le rendront, et je cite, « plus difficile à subvenir à sa nécessité, laquelle on dit être déjà telle que non seulement elle a diminué son train, mais encore elle a pris à son service des personnes qui se contentent de peu, pour n'être pas d'une naissance ni d'une condition sortable aux charges qu'on leur a données. » Donc la reine se trouve en difficulté financière, difficulté de réputation, et donc cela est le résultat d'avoir rompu avec les Espagnols et la précipite dans le parti français. La baisse des revenus impliquait une baisse de la réputation. Le jésuite supputait tout le parti que la France pouvait en tirer. Et je le cite, « Il est à craindre que cette reine, avec le temps, ne se trouve en de grandes extrémités. Et je croirais que c'est une des raisons qui la portait à regarder la France d'assez bon œil. » Et il ajoutait, « Il est certain qu'elle n'est pas aujourd'hui dans l'estime où elle a été, dont un signe manifeste est qu'il n'y a presque personne qui fréquente son palais et que ses antichambres sont presque toujours vides. » 2 mois avant le premier voyage, dont le motif avoué était d'aller à Hambourg pour régler ses affaires financières, le père Duno s'enhardissait à conseiller le cardinal, mais avec prudence. Je cite, « Votre éminence se pourrait peut-être valoir de cette rupture avec les Espagnols pour engager cette princesse plus étroitement à la France, sans pourtant s'y fier beaucoup, à cause de son inconstance. Outre qu'il se pourrait faire que pour être secourue d'argent en son besoin, elle donnerait des espérances et des promesses dont elle tâcherait après de se dégager par de nouveaux prétextes. » Vous voyez, méfiance. À la veille de l'embarquement, il ne pouvait que constater. Sa sortie de Rome sera bien différente de l'entrée qu'elle y a faite. Peu après le départ, il rendait compte des impressions du Saint-Pontife qui se disait, je cite, « déchargé d'un grand fardeau ». Le changement d'obédience ne s'était donc pas effectué sans mal. En dépit de ses difficultés, la France fit un triomphe à la reine. Mazarin lui épargna d'aller jusqu'à Hambourg. Non seulement 1, mais 2 médailles furent frappées pour l'occasion. Alors là, il y a un cas extrêmement particulier avec ces médailles, car vous savez qu'il y a eu 2 livres des médailles de Louis XIV, un livre publié en 1702, tous 2 des grands in-folios de luxe publiés à l'imprimerie royale. Et voici donc la première médaille qui nous représente l'entrée de Christine par la porte Saint-Antoine. Et là, c'est très curieux parce que dans ces 2 livres, en principe, les médailles sont les mêmes. Eh bien, dans le 2e livre, 1723, voilà. Dans le 2e livre, la médaille est complètement modifiée et nous présente Louis XIV accueillant Christine de Suède, et Christine de Suède dans une position beaucoup moins triomphante que dans la première médaille. Malheureusement, on a conservé les procès-verbaux. Mais jusqu'en 1702, les procès-verbaux ne portent que les procès-verbaux de la Petite Académie, ils ne portent que sur les médailles jusqu'en 1702. Et quand le livre de 1702 est publié, l'Académie est récompensée et le roi pensionne et fait passer à 40 membres, ce qui deviendra l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et là, malheureusement, dans les nouveaux procès-verbaux, ils ne parlent plus des médailles. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est certain qu'on a trouvé que l'entrée de Christine était un peu trop glorieuse pour elle et qu'il fallait donner au roi son rôle dans cette seconde médaille. À Rome, bien avant le voyage, le rapprochement s'était effectué. La rupture avec les Espagnols n'était pas encore officielle, que la reine donnait des signes de son changement. Dès la fin de 1655, elle recevait le chargé d'affaires français, Hugues de Lionne, et faisait habiller tout son train à la française. Sa société se modifia et sa nouvelle orientation se révéla au grand jour à la faveur du carnaval. Vous voyez, la nouvelle alliance avec la France passe par le carnaval. Lionne fit donner une comédie et une collation en son honneur. Pimentel se plaignit, et je cite, Duno, qu'elle témoignait trop d'inclination envers les Français, parce que M. de Lionne la voit souvent, et le comte de Quincé y passe ordinairement toutes les soirées. Quand ce dernier rentra en France, il fut chargé par elle, je cite, « de beaucoup de civilité pour la reine et votre éminence ». Duno confia à Mazarin qu'il avait prévu cette évolution. Il se disait avoir été le premier
à prédire à M. de Lionne, et je cite, « qu'étant à Rome, elle se brouillerait bientôt avec les Espagnols et se tournerait du côté de la France, parce que je le savais des pères qu'il avait pratiqués longtemps en Suède et en Flandre. » Donc, vous voyez, tirer parti de son appartenance à la Compagnie de Jésus pour se mettre en relief dans ce changement d'orientation de la reine. Au commencement, M. de Lionne n'en parlait qu'avec mépris, mais il reconnut avec le temps que j'avais raison et conçut quelque espérance qu'on pourrait se valoir de cette reine en quelque occasion. À l'en croire, c'était lui, Duno, qui était l'artisan du renversement d'alliance. Il procède d'utiliser la souveraine pour faire de Monsignor Mancini un cardinal à sa nomination. L'alliance avec la France ne fut pourtant pas de tout repos, avant comme après le voyage. Avant le premier voyage, le père Duno s'étonnait par exemple de voir Christine caresser l'ennemi juré de Mazarin, le cardinal de Retz. Parler pour lui à la cour de France. Mais le jésuite conseillait quand même l'envoi d'un ambassadeur pour tirer avantage du mécontentement du pape à son égard. Chez Madame de Lionne, il y eut aussi des querelles de préséance sur la différence de dignité entre les souverains de la Suède et ceux de la France. Le secrétaire de la reine, Gabriel Gilbert, qui était un protestant, auteur de théâtre, pas mauvais, quoique français, prit le parti des premiers. Duno se joignit à Madame de Lionne pour défendre les seconds en alléguant une lettre de Mazarin. Lors du second voyage, l'exécution de Monaldeschi causa une nette désapprobation dont Duno se fit l'écho, rapportant l'opinion des plus qualifiés. Je cite, « Les sages têtes de ce pays estiment que votre éminence ne doit pas recevoir longtemps à Paris et à la cour la reine Christine, dont l'esprit est très dangereux. » Mazarin lui continua pourtant sa faveur et l'accueillit dans son palais du Quirinal à son retour à Rome, ce qui ne l'empêcha pas de poursuivre ses écarts. Elle était particulièrement rigoureuse sur l'étiquette. Pour un Tédéum de l'Assomption à Saint-Louis des Français, on lui avait préparé un oratoire en toile d'or en face des cardinaux. Elle ne le trouva pas à son gré, je cite. « S'imaginant que les cardinaux seraient au-dessus d'elle pour être dans un banc élu et du côté de l'Évangile, de sorte que feignant quelque indisposition, elle ne se trouva pas au Tédéum. Mais on est d'accord que dans cette occasion, où il s'agissait de témoigner son affection envers le roi, elle devait passer par-dessus cette pointille. » Les impératifs du protocole l'emportaient sur ceux de la fidélité à la France. On travaillait d'ailleurs à détacher Christine de ses nouveaux alliés. À l'automne 58, elle parut mécontente de son sort. Je cite, « L'ambassadeur de Portugal, ayant été voir la reine de Suède il y a peu de jours, elle lui témoigna n'avoir pas toute la satisfaction qu'on lui avait fait espérer en France et lui a dit qu'elle avait envoyé un courrier à la cour pour représenter ses intérêts. C'est pitié de voir comme quoi cette pauvre reine est délaissée, n'y ayant presque personne qui aille dans son palais pour lui tenir compagnie. » On en était revenu à la situation d'avant le premier voyage et la presse s'en fit l'écho. La francophilie de la reine n'était pas sans limite. Rome était le théâtre de perpétuels affrontements entre les partis nationaux. La violence des guerres, plutôt que de s'adoucir par l'effet de la diplomatie dans cette capitale internationale, s'y exacerbait. Et là, on va assister à un incident diplomatique. Le père Duno se faisait souvent l'écho des rixes qui avaient pour cause les oppositions de nations. La plus célèbre d'entre elles fut l'attentat des Corses du pape, où le duc de Créqui, ambassadeur de France, fut offensé, conduisant son pays à demander réparation. Mais tout ça est de 1662, donc postérieur d'un an à notre correspondance. La papauté fut contrainte à l'érection d'une pyramide expiatoire. Christine fut aussi impliquée dans un autre incident diplomatique. Il se déroula place d'Espagne, lieu où se trouvait et se trouve encore l'ambassade du même pays. Il montre combien elle était engagée dans le parti français sans pourtant lui être absolument fidèle. Je cite, « 2 valets de pied de la reine de Suède, passant par la place d'Espagne, voulurent obliger quelques jeunes garçons de crier « Viva Francia !» Ceux-ci s'enfuirent et, se voyant proches du palais des ambassadeurs, crièrent « Viva Spagna !» Les autres les poursuivirent jusque dedans, l'épée à la main. Les domestiques de Sobremont y accourant leur ôtèrent leur épée, puis leur rendirent. Sobremont étant l'ambassadeur d'Espagne. L'un de ses valets de pied, qui avait bu, retourna une autre fois dans le palais, l'épée à la main, où il fut bien frotté. Sobremont envoya faire des plaintes à la reine, qui chassa les 2 valets de pied.
dont l'un fut emprisonné, ayant encore la livrée par l'ordre de Don Mario. L'autre se cacha dans le palais de la reine, laquelle envoya dire au gouverneur qu'elle le priait de faire justice de celui qui était prisonnier après lui avoir ôté sa livrée, et qu'elle lui remettrait l'autre s'il le désirait ainsi. On ne peut pas dire que la reine se soit ici montrée une zélatrice inconditionnelle de la France. La satisfaction qu'elle fit à l'ambassadeur espagnol Sobremont provenait certainement du désir d'éviter les complications diplomatiques, mais elle paraît aussi rappeler ses fidélités antérieures. Je passe à mon troisième point, le cardinal Deccio Azzolini. Et je vous ai donc proposé ici un buste qui date d'une période légèrement postérieure à celle dont nous traitons. Il est dû à Pietro Balestra, il date de 1667. Et puis, 3 ans plus tard, 1670, nous avons ce portrait par Ferdinand Voet. Voilà. Alors, 2 auteurs ont consacré une étude spéciale aux relations de Christine et du cardinal Deccio Azzolini, dont la correspondance a disparu pour cette période. C'est Christine qui a ordonné la destruction de sa correspondance. On a quelques lettres, mais très peu. Donc, ces 2 ouvrages mettent l'orientation française de la reine sur le compte de l'influence de l'escadron volant, dont Régibaud a évoqué rapidement tout à l'heure, un groupe de cardinaux inspirés par Azzolini, qui prétendait faire des choix opportuns au gré des événements plutôt que de se fixer à aucun parti. Ces 2 auteurs ignorent qu'Azzolini avait été recruté comme agent de renseignement au service de la France. Et ça, c'est l'intérêt de la correspondance du Duno, c'est qu'elle nous donne cette information. On lit chez certains historiens que le cardinal fut présenté à la reine peu après son arrivée à Rome par Alexandre VII lors du réveillon de 1656. Son intention était que le cardinal introduirait la reine à la cour. Ce fut, paraît-il, un coup de foudre aux grandes dames du pape. En réalité, si on lit le Père Duno, eh bien, on apprend que Christine avait connu Deccio Azzolini avant cette date. Ce fut dans la basilique Saint-Pierre, le jour de Noël, lors de la messe pontificale. Selon son habitude, Christine créa un incident protocolaire. Je cite. Elle trouva mauvais de n'être pas encensée par le cardinal Azzolino qui donnait l'encens aux cardinaux et dit qu'on lui avait fait donner l'encens par un folle qui était l'archevêque Colonna et se laissa même échapper de dire que si elle était née reine catholique, elle s'en fût retournée dès le lendemain, mais qu'étant convertie de nouveau, il lui fallait dissimuler. S'il y eut coup de foudre, ce fut à Noël et non au Nouvel An. Il est vrai que Colonna était un coquet ridicule, il se poudrait les cheveux à outrance, et le pape fut obligé de lui dire, je cite toujours Duno, que la cendre était plus convenable à un religieux. De plus, sa famille étant une famille de réputation très hispanophile, les Colonna, par cet incident, Christine marquait aussi ses distances avec l'Espagne. Le cardinal fut recruté comme agent de renseignement en septembre 1658, alors que Christine se trouvait en France. Il reçut une proposition, entre guillemets, d'amitié de la part de Mazarin, et je constate que Mazarin procède plusieurs fois de la même manière. Il propose son amitié. Ce sera aussi pour le cardinal Deli Albizzi la même chose. Donc, proposition d'amitié de la part de Mazarin que transmet le Père Duno. Les conditions sont fixées dès le départ. Le jésuite servant d'intermédiaire. Je cite. « J'ai reçu la lettre dont votre éminence m'a honoré, et dans le même paquet, une pour le cardinal Azzolini que je lui rendis hier. Après l'avoir lu, il me dit que votre éminence le traitait avec tant de civilité qu'il en demeurait confus et ne savait comme quoi il pouvait correspondre à tant d'honneur qu'elle lui faisait, mais qu'il essaierait de mériter son amitié par toutes les voies lui possibles, n'ayant qu'un cardinal Mazarin au monde qui sût écrire si obligeamment. Descendant au particulier, il me promit d'avertir soigneusement votre éminence des choses qui viendront à sa connaissance et de la servir fidèlement en toutes occasions, principalement lorsqu'on lui fera connaître ce qu'on désire de lui. » Voilà, donc le contrat est conclu. Le contrat est conclu, ça se fait avec une certaine délicatesse. Christine n'est pas là, elle est encore en France, mais elle va bientôt rentrer. Azzolini s'offrait donc comme un informateur,
mais aussi comme un agent éventuel. Il ne demandait rien, mais Duno évoqua la possibilité d'une récompense, s'érigeant en conseiller. « Votre éminence verra de quelle sorte se comportera le cardinal avec le temps, et si elle trouve qu'il procède selon qu'il le promet, elle pourra le régaler de quelques présents en secret, sans autre entremise que la mienne, puisqu'il le désire ainsi. » Le mois suivant, Christine faisait exécuter Monaldeschi. Devant l'indignation des Romains, Azzolini la défendit. Il transmit une relation qu'elle lui avait envoyée. Elle avait écrit, je cite, que le roi, ayant été informé de la vérité, avait approuvé le tout. Cet incident mis à part, le cardinal accomplit fidèlement sa tâche. On le retrouve un an plus tard, alors que la reine était revenue à Rome. Non seulement il informe, mais il agit pour la maintenir dans le parti français, car l'Espagne cherche à la récupérer. Par la même occasion, Duno montre sa capacité à faire parler le cardinal. Avant-hier, Monsieur le cardinal Azzolini m'envoya prier par son secrétaire de l'aller voir. C'était pour me dire que les Espagnols, plus que jamais, font tous les efforts pour tirer à leur parti la reine de Suède. Jusque-là qu'il est venu ces jours passés, un exprès de Madrid à Don Gaspard de Sobremont, par lequel on lui donne plein pouvoir de conclure avec elle, sans limitation, en lui accordant tout ce qu'elle désirera. Son éminence, néanmoins, assure que la reine tient bon jusqu'à maintenant, qu'il lui a ainsi conseillé et qu'elle lui a dit « Perdio, più presto 20 di Francia che 100 da Spagnoli ». Sous-entendu des espèces. Ce cardinal m'a dit de plus qu'au palais, on serait bien aise que la reine changeât de parti, et lui en demandé la cause parce que, dit-il, qu'on n'y aime pas le cardinal Mazarin et qu'on voudrait, si on pouvait, séparer de son amitié toutes les personnes de crédit. Pour le faire parler davantage, je lui répliquais que le père Sforza, donc Sforza c'est l'intime d'Alexandre VII, qui est jésuite, et donc Duno connaît très bien, et Duno est lié d'amitié avec Sforza. Pour le faire parler davantage, je lui répliquais que le père Sforza m'avait assuré par diverses fois que le pape faisait tant d'état du cardinal Mazarin qu'il disait que ce serait un grand malheur, et pour la France, et pour la religion, et pour le Saint-Siège, s'il venait à manquer ou à perdre le poste qu'il tient. À quoi il m'a dit qu'il ne croyait pas que le pape l'eût dit tout de bon, mais que peut-être il avait dit au père de me le dire et qu'il connaissait assez par la hantise qu'il a dans la hantise, c'est-à-dire le fait qu'il hante le palais, par la hantise qu'il a dans le palais, l'aversion que sa sainteté a de votre éminence. Donc là, nous retrouvons ces relations difficiles entre Mazarin et Alexandre VII. Je repartis encore que je ne voyais pas quelles pouvaient être les causes de cette aversion, vu que votre éminence avait rendu de notables services au Saint-Siège. Et là, nous sommes en décembre 58, c'est-à-dire quand on projette d'éliminer la papauté de la conclusion de la paix des Pyrénées. Je repartis encore que je ne voyais pas quelles pouvaient être les causes de cette aversion, vu que votre éminence avait rendu de notables services au Saint-Siège et qu'elle procédait avec tant de respect et de soumission envers le pape qu'il en devait être satisfait. Azzolini réaffirmait donc la francophilie de la reine. Il s'en montrait en quelque sorte le garant, et il continua de l'être 2 semaines plus tard, révélant qu'elle n'avait pas envoyé visiter le nouveau représentant de l'Espagne, fraîchement arrivé, le comte de Peñaranda. Au printemps suivant, Duno confirmait les tentations auxquelles la reine résistait vaillamment et avec son appui, et sous son inspiration. Le cardinal Azzolini envoyait hier son secrétaire pour me prier de l'aller voir. Ce fut pour m'avertir que les ministres d'Espagne renouvellent leurs artifices envers la reine de Suède par des propositions fort spécieuses qu'ils lui font, desquelles j'ai déjà donné avis par ma dépêche du 28 janvier. Azzolini révélait aussi les intrigues du roi de Pologne, qui cherchait à attirer la reine en Allemagne, lui promettant ses terres dans le royaume de Naples. Il donnait les noms de ceux qui servaient d'intermédiaires aux Espagnols comme aux Polonais. Il annonçait avoir vu des lettres de seigneurs suédois qui invitaient la reine à revenir dans son pays et à prendre la place du roi qui était bas, ce qu'elle refusait de faire. Il confiait enfin qu'elle avait envoyé son homme de confiance, Santinelli, en Allemagne, avec des lettres pour l'empereur et divers princes, outre un chiffre où étaient les noms de Poméranie, Pologne, Suède, Brandebourg et autres semblables. Donc, vous voyez, Azzolini déballait tout à Duno.
Dans la lettre du 28 janvier dont il a été question, Azzolini évoque les difficultés de la reine à obtenir une audience du pape, où elle pourrait parler d'affaires. Il rapporte en effet le dessein des Espagnols de la gagner, en lui faisant espérer d'être remise sur le trône de Suède, avec le concours du pape, tentation à laquelle elle se refuse. Au début de cette même lettre, Duno aborde la question de la récompense. Je cite, « Après avoir reçu la lettre de votre éminence du 2 janvier, j'ai été voir le cardinal Azzolini pour lui dire les choses qu'elle m'a ordonné de lui dire. Si votre éminence a dessein de lui faire quelques présents, il ne faut pas que ce soit en argent, parce qu'il ne l'accepterait pas. » Vous voyez, c'est un homme de scrupules. Et s'en offenserait. Mais je crois bien qu'il ne refusait pas quelque autre don, comme un témoignage d'amitié de votre éminence. 10 mois plus tard, Duno faisait une liste des membres du Parti français, détaillant les principales qualités de chacun. Et il revenait à la même question. Le cardinal Azzolini est un des plus déliés de cette cour, et le seul qui n'approuve pas la paix, disant qu'en 2 ou 3 campagnes, on emportait infailliblement la Flandre et le Milanais. Il veut servir votre éminence en ce qu'il pourra, sans rien prétendre. Je croirais qu'elle lui pourrait faire offrir par moi quelques régales. Régale avec un E, c'est-à-dire transcription de regalo en italien, c'est-à-dire cadeau. Et s'il ne le veut accepter, il pourra servir pour quelque autre. À la fin de l'année, Duno reprenait. J'attends quelques régales de votre éminence pour le cardinal Azzolini et pour le cardinal Albizzi. Mais ce dernier souhaiterait que ce fût une tenture de tapisserie d'Arras. Nous ne savons pas si Azzolini eut ce régal, qu'il méritait indéniablement. Quant à Albizzi, outre quelques menus cadeaux, tel un reliquaire de la Sainte-Croix, il obtint les tapisseries de la chambre même de Mazarin au Louvre, qu'il inclut dans son testament. Azzolini n'y figura pas. Je conclus. Les premières années du séjour romain de Christine de Suède durant le ministère de Mazarin furent largement couvertes par l'agent secret de celui-ci, le père Duno. Il rapporta comment la reine quitta le parti de l'Espagne pour rejoindre celui de la France. Le changement d'allégeance se manifesta clairement par divers incidents, par la modification des rapports avec les diplomates des pays concernés, par le renouvellement du personnel de la maison royale. Le père Duno était bien renseigné, disposant des confidences de l'ami intime de la reine, le cardinal Deccio Azzolini, chef de l'escadron volant, qui était devenu par son intermédiaire un agent du renseignement français. Je vous remercie.